Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission confidentielle. Nous allons recevoir aujourd'hui M. Jacob Eben, qui est le porte-parole de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini Zuma. Merci Jacob d'avoir accepté notre invitation. Alors Jacob, Mme Zuma vient de passer 4 ans à la tête de l'Union africaine. Quels sont les aspects positifs de son bilan? Bon, merci beaucoup Thierry pour cette opportunité de parler du mandat de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Son Excellence Dr Nkosazana Dlamini Zuma. De prime abord, je m'aurais dit qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a à faire, en commençant par le fait que d'abord l'Union africaine n'est pas perçue aujourd'hui comme une organisation qui se focalise seulement sur les choses de paix et sécurité dans le continent. Donc beaucoup plus on parle de choses de développement, on parle de formation de jeunes, on parle d'industrialisation, on parle de l'agroalimentaire, on parle de l'économie bleue, on parle de l'intégration avec ces passeports africains qu'on en parle beaucoup. Donc cet changement de perception de l'Union africaine comme une organisation purement focalisée sur les choses de paix et conflits est aujourd'hui une réalité. Ça, c'est une chose. De deux, il y a le rôle de la femme qui a été mis en exergue. Dans les 2 derniers sommets, y compris ces sommets de l'Union africaine, les thématiques de l'année focalisent sur les problématiques de la femme. On a ce qu'on appelle le Gender Scorecard, qui amène les pays membres à focaliser sur le rôle dont les femmes doivent jouer dans le développement socio-économique, politique du continent. On voit aussi que pour la première fois, il y a des femmes qui sont à la tête des missions d'observation des élections. On voit qu'il y a un envoyé spécial de femmes, paix et sécurité, et j'en passe. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Du côté de la jeunesse, la présidente de la Commission de l'Union africaine amène les pays membres à réfléchir beaucoup plus sur le rôle disons, comment outiller la jeunesse pour les permettre d'embarquer leur vie. Vous voyez, la plupart de nos populations est constituée de la jeunesse. On parle de problèmes de chômage, il y a ceux qui sont en train de chercher des opportunités à l'étranger, qui sont en train de mourir. Donc, elle a ramené les pays membres à beaucoup réfléchir sur quelles sont les opportunités qu'on peut créer ici dans le continent pour permettre à la jeunesse de vraiment tirer des profits de ce que nous avons comme ressources dans le continent. Alors l'une des critiques qu'on adresse à Mme Zuma, on l'accuse d'avoir passé beaucoup plus de temps en Afrique du Sud à gérer les problèmes internes de son pays qu'à l'Union africaine. Que répondez-vous à cette accusation? Bon, il y a ces observations que les uns et les autres font, mais au niveau de la Commission de l'Union africaine, nous regardons beaucoup plus ce que la présidente, Dr Dlamini Zuma, a pu faire pendant cette année, une série de ces choses-là que je venais juste d'évoquer. Donc, il faut dire qu'il y a ce qui amène les distractions, ça ne peut pas être exclu, ceux qui ont d'autres agendas, ça ne peut pas être exclu. Il y a le fait que la présidente de la Commission, Mme Dlamini Zuma, a ramené l'Afrique à chercher à être indépendant financièrement. Vous connaissez les défis que l'organisation fait face, cette culture de dépendance. Elle est en train de vouloir vraiment changer. Et nous voyons l'établissement de ce qu'on appelle African AU Foundation, la fondation de l'Union africaine qui est là aujourd'hui. Nous voyons l'adoption d'une décision de chef d'État l'année dernière, en janvier 2015, où les États membres doivent prendre 100% le financement du budget d'opération, 75% le budget des programmes et à 25%
le budget de paix et sécurité. Donc, ce changement de modus operandi a été ramené et pour amener l'organisation, disons, le pays membre à réduire cette culture de dépendance. Donc, il y a beaucoup de choses qui est en train de faire que ça ne pue pas à certains acteurs et qui se focalisent beaucoup plus pour discréditer soit sa personne, soit son leadership. On voit beaucoup de choses qu'on a fait. On peut parler d'Ebola. Pour une première fois, la présidente de la Commission de l'Union africaine, en 2014, quand on a eu le problème d'Ebola en Afrique de l'Ouest, Guinée, Sierra Leone, Libéria, elle s'est déplacée pour aller là-bas personnellement en octobre et au retour, elle a convoqué une grande réunion, ce qui était une grande première d'ailleurs, regroupant les acteurs de la société, disons, du secteur privé, qui ont contribué 32 milliards sur place le 8 novembre, qui a permis l'organisation, l'Union africaine, de déployer 855 volontaires de santé dans les 3 pays, qui a vraiment complètement changé la trajectoire que certains étaient en train d'analyser, projeter comme. Donc, les gens ne voient pas beaucoup ce travail qu'elle a fait. Ils se contentent de chercher à ternir l'image ou bien à dire des choses qu'on ne voit pas vraiment. Est-ce que Mme Zuma ne s'est pas servie de ce poste de l'Union africaine comme tremplin pour pouvoir rebondir comme présidente de l'ANC et même plus tard présidente de l'Afrique du Sud? Bon, ça c'est une question vraiment intéressante. Je ne peux pas vraiment commencer à entrer dans la politique sud-africaine, mais il faut observer qu'avant de venir à la tête de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Dlamini Zuma avait passé 18 ans comme ministre dans 3 ministères importants en Afrique du Sud, donc ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé et ministère des Affaires étrangères pendant 10 ans. Donc, avec ça, vous pouvez juger si elle veut entrer dans la politique à n'importe quel niveau. Ça relève de son intérêt et aussi de la demande de l'Afrique du Sud. Donc, je ne peux pas entrer de là. Mais ce que je veux parler, c'est que le leadership de la présidente de la Commission de l'Union africaine, c'est ce genre de leadership qu'on a besoin vraiment dans le continent aujourd'hui. Parce que nous avons une culture de dépendance qui fait que nous importons la plus grande de nos choses. Nous avons des ressources humaines, des ressources naturelles que nous nous contentons d'exporter seulement, importer comme produit final. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont commencé à vraiment changer, à voir combien ils vont faciliter l'industrialisation, chose qui va produire, qui va créer pas mal des emplois, mais qui va faciliter aussi la libre circulation des biens ici dans le continent. Vous savez que le commerce intra-africain est, disons, estimé au niveau de 12 à 15%. Pourtant, si 12 à 15%, pourtant, si nous prenons en Europe, ça s'élève à plus de 60%. Donc, depuis qu'elle est là, elle est en train de pousser pour que les Africains cherchent à faire le commerce entre eux. Et nous avons de quoi il s'agit vraiment pour produire et consommer africain. Au cours de ce 27e sommet de l'Union africaine, vous allez symboliquement remettre les premiers exemplaires du passeport africain à des chefs d'État. Alors, est-ce qu'on peut savoir exactement à quoi renvoie ce document de voyage? Oui, merci beaucoup Thierry pour cette question. D'abord, je voulais dire une chose que je suis très content de dire, c'est que Dr Dlamini Zuma est en train de lancer ses passeports. Si elle était dans la campagne, les gens allaient dire que c'est une stratégie de la campagne. Donc c'est juste pour montrer jusqu'à quel niveau elle est en train de faire des choses qui, c'est pour l'intérêt, pour répondre aux besoins des citoyens africains qui se sont plaignés des difficultés, des défis que nous faisons face quand nous voyageons à travers notre continent. Donc ces passeports africains, c'est
un des produits immédiats de l'agenda 2063, qui est d'ailleurs une des grandes réalisations de la présidente de la Commission de l'Union africaine, que vous le savez très bien. Et ces passeports sera livré le 17 juillet. Et la première personne qui va recevoir, c'est tout à fait normal que c'est le président en exercice, dont son Excellence Idriss Déby. Ces passeports sera remis par la présidente de la Commission et bel et bien aussi le président hôte, donc son Excellence Paul Kagame. Donc, seront les deux premiers à recevoir le passeport africain et les autres vont recevoir ensuite. Alors comment vont se dérouler les opérations de délivrance de manière concrète et quelle échéance pour le public, les citoyens africains qui voudraient justement recevoir ce passeport? Bon, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'une fois que vous ayez le passeport africain, que vous devez avoir accès, vous pouvez voyager très facilement dans tous les 54 pays membres. Donc ça c'est la première chose. Donc l'idée c'est de faciliter la libre circulation des personnes. Bon, les uns et les autres vont poser la question, pourquoi commencer avec les leaders qui ont tout à fait normal les passeports diplomatiques? Ça, ce sont les premiers citoyens de nos pays. Et c'est une démonstration de volonté politique. Une fois qu'eux, ils auront les passeports, nous espérons qu'ils vont prendre aussi la décision de décentraliser la distribution de ces passeports. Donc les pays membres, les 54 pays membres, vont commencer à octroyer les passeports africains livrés par les pays différents. Et donc ça va faciliter la remise ou la production de ces passeports aux citoyens normaux. Mais l'échéance, c'est combien de temps ça va prendre pour que ça arrive aux citoyens comme toi et moi. Je ne peux pas dire avec certitude, mais c'est un travail qui est déjà en cours. Merci M. Jacob Eben d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui et de répondre à nos questions. Mesdames et messieurs, c'est ici que va donc prendre fin cette émission confidentielle. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Et l'actualité se poursuit sur Africa 24.